Je travaille avec des physiciens, des neurophysiologistes, et des philosophes, ce qui m'amène à voir les choses d'un petit peu ailleurs, quoi. Et ce que je voulais évoquer, c'est une première réconciliation auquel on fait référence constamment, sans, il me semble, prononcer clairement, c'est l'homme qui rentre à nouveau dans la nature. Pendant la Renaissance, il en est sorti, il a pris ses distances, il se distingue de la nature, de l'environnement. Et aujourd'hui, par des approches écologiques, on reprend et on est un élément de l'environnement et la nature. Et puis la deuxième réconciliation, c'est les hommes entre eux. L'individualisme naît autour du XIe, XIIe siècle. Et il n'existait pas avant. L'époque médiévale était un temps de l'immersion dans l'environnement, était un temps où l'individu n'existait pas. Et là, il y a véritablement quelque chose qui, à la Renaissance, s'extirpe. C'est Guillaume d'Occam qui fait de l'individu un être en soi, un sujet très particulier, et sur lequel on va fonder toute la pensée occidentale. Et aussi bien cet éloignement de la nature que cet éloignement des autres sujets est remis en cause. Et je pense que c'est à l'origine aussi de ces questionnements, parce qu'il faut qu'on apprenne à penser différemment pour reprendre la notion d'individu non plus comme un être séparé des autres, et non plus la plus petite partie indivisible, mais vraisemblablement ce qu'on a en indivision avec les autres. Et ce qui nous amène à nous penser en lien et non plus de manière séparée. Et ce qui repose énormément de choses, parce qu'on a construit la société, le lien social autour du langage, autour des symboles, autour des représentations, qui étaient des moyens extérieurs qui nous permettaient de nous comprendre et de parler une même langue. Et là, aujourd'hui, avec les neurosciences, l'individu est toujours en action et a plus le temps de recourir à ça. Donc il faut revenir à des questions du corps qui sont importantes. Et cet individu, moi, est marqué, mais comme un peu tout, et Jean-Yves Toussaint, vous avez prononcé le mot, parlait de désubstantialisation, c'est-à-dire que plus rien n'a de durée, n'existe en soi, mais est toujours en train de se faire. La substance en physique, c'est ce qui permet à quelque chose d'être reconnaissable et de durer dans le temps. Donc, quand on enlève ça, à la fois l'environnement est toujours en train de changer, l'individu est toujours en train de changer, et les relations, de fait, sont toujours en train de changer. Et on se trouve devant quelque chose d'extrêmement vaporeux, éthéré, disent certains, etc., et qui est difficilement pensable dans une action qui se situe dans le long terme. Et je reprends cette expression aux physiciens, on passe, je dirais, d'un monde à gros grains, c'est-à-dire d'un monde dans lequel il existe des chaises, des caméras, des individus, à un monde à grains fins où toutes ces chaises, caméras, individus sont le fait d'une construction maintenant, ici, parce que la situation fait qu'on va construire les choses comme ça. Mais peut-être, si j'avais pris la parole à un autre moment, j'aurais pas parlé de la chaise, pas parlé de la caméra, mais peut-être d'autres choses et construit différemment. Donc, on est dans... je dirais, on est à l'ère du numérique, où les pixels sont constamment en train d'évoluer, de se transformer, de se modifier, pour créer de nouvelles images, de nouveaux sons, qui sont retransformables à volonté. Et ça amène, et je fais 3 références, Bruno Latour, qui distingue la société de mouvement de la société de substance. Société de substance, c'est une société qui existe en permanence. Et lui dit, la société, aujourd'hui, elle n'existe qu'au moment des connexions entre les individus. S'il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de société. La société disparaît. De la même manière, Étienne Klein, un physicien très médiatique, dit on n'est plus dans le temps. Le temps est lié à nos activités. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui relève d'un rapport cognitif au monde et qui dit les temps dans lesquels on s'inscrit dans la relation à notre environnement et dans les actions avec d'autres. Hein, c'est véritablement les actions partagées qui donnent des temps et qui vont permettre de créer des communautés de pratiques, comme certains l'annoncent. Et puis Michel Lusso
que vous connaissez tous très bien, qui dit l'espace n'est plus un endroit sur lequel on agit, mais il est une ressource pour l'action. Ouais, je crois qu'à travers ces trois citations, ces trois références, on a bien aujourd'hui une science sociale, mais plus largement, qui est en train de se construire. Et comment est-ce qu'on met tout ça en mouvement? Là, je me réfère à John Dewey. John Dewey dit l'individu est un être vivant. Est un être vivant qui est constamment en relation avec son environnement, qui le perçoit, qui le renifle, qui l'entend et qui en fait l'expérience. Et c'est cette continuité du lien à autrui ou à l'autre chose qui nous amène à penser le monde tel qu'on le pense, à le percevoir tel qu'on le perçoit et à l'imaginer ensemble tel qu'on l'imagine. Et ça, c'est important parce que ça peut se situer dans le cas de résistance, dans le cas de conflit, dans le cas où rien n'apparaît, c'est-à-dire je fais l'expérience de quelque chose, mais j'ai rien à en dire, j'ai rien compris, j'ai rien senti, vraisemblablement parce que j'ai pas les répertoires moteurs qui me permettent de penser à un usage, à une manière d'habiter ou à une manière de faire liée à cet objet ou à cette circonstance ou à la communauté avec laquelle je suis, mais je suis en décalage parce que je ne partage pas les gestes. Oui. Et ce qui est aussi important, c'est, on le voit dans les neurosciences, c'est qu'on voit un monde par intermittence. Ça, c'est Ruffin van Dreulen qui dit que la perception, elle est comme un stroboscope. Et on voit à 8 pulsations par seconde. C'est-à-dire qu'on cligne continuellement, on voit, on ne voit pas. Et c'est parce qu'on voit et on ne voit pas que les choses bougent, changent et qu'on peut être en relation avec eux. Sinon, si on voyait constamment, on serait dans un monde complètement immobile et on n'aurait aucune raison de bouger et d'engager des relations avec d'autres. C'est la même chose pour le sniff. On respire, on écoute, on sent nos propres sensations par intermittence comme ça, ce qui nous amène à prendre conscience de ce monde. Et en se référant à Merleau-Ponty et à d'autres, on est toujours en acte et la pensée est un acte. Le langage est un acte. C'est-à-dire qu'on est dans des communautés de parole, on est dans des communautés de pensée, mais qui nous mènent toujours à agir. On ne peut pas penser sans corps, en quelque sorte. Et cela implique alors de penser la relation individu sur des approches écologiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation. On n'a pas un individu qui regarde un paysage, mais il le fabrique en même temps qu'il le regarde. Mais non seulement il le fabrique, mais il se fabrique lui aussi en même temps qu'il le regarde, puisque tout est continuellement changeant. Ça nous amène à penser la motricité avant la sensation, c'est-à-dire que j'ai une intention, je bouge et je mène l'enquête pour saisir ce qu'est l'environnement. Et ça, il y a un exemple du début du XXe siècle, Poincaré, qui disait « Quand je vois un fauteuil, je ne le vois pas comme un objet. Je ne vois pas le nombre de pas qui me séparent de lui, mais j'ai toutes les connexions neuronales, les contractions musculaires qui se mettent en place dès le premier instant où je me dirige vers ce fauteuil et qui vont être différentes selon que je veux m'asseoir dessus parce que je suis fatigué ou que je veux monter dessus pour changer une ampoule. » C'est-à-dire que dès le départ de l'action, l'environnement est déjà différent. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, troisième point, c'est penser la relation en termes de synchronisation. On est continuellement, dans nos activités sociales, dans la relation à l'environnement, en train de compter, de penser le rythme, de penser la mesure, et de nous relier par ces synchronisations, ces syntonisations, disent certains, qui fait qu'il y a des environnements dans lesquels on ne peut pas se synchroniser parce qu'ils sont à des rythmes étrangers aux nôtres ou à des rythmes qui nous rappellent de mauvais souvenirs et auxquels on ne peut pas adhérer. Donc on a tout ça, mais c'est jamais ce que, en disant ça, je me dis, je suis en train de leur dire que
qu'on a un individu autonome qui construit une relation particulière au monde. Non, c'est que tout ça s'est construit dans la relation à d'autres, est toujours relié à d'autres, et peut-être relié à d'autres, constamment. C'est-à-dire quand vous m'écoutez, vous êtes en train de rejouer dans vous et de refaire en quelque sorte ce que je suis en train de dire pour le comprendre. S'il y a des mots ou s'il y a des intonations, etc., que vous n'entendez pas, que vous ne comprenez pas, il y a un blanc et vous continuez ailleurs, et ce blanc fait qu'il y a une incompréhension. Et notre relation dans le monde, elle est continuellement basée sur ce mode-là. Alors, il me semble qu'il est délicat de penser mettre en place des groupes de travail autour des projets, des intentions, des habitants, etc., qui se dérouleraient autour du langage. Parce que ça serait créer des communautés de pratiques extérieures aux pratiques. Ça serait créer un niveau supplémentaire d'action qui ne correspondrait pas à ce qu'on vit actuellement. Quand j'habite et quand je raconte la manière dont j'habite, je fais deux gestes différents. Pas complètement parce que je suis le lien entre ça, mais quand j'habite, je suis avec ma famille ou je suis chez moi. Quand je raconte comment j'habite, je le raconte à quelqu'un qui est extérieur à cette scène-là. Donc je vais le raconter différemment et je vais le penser différemment. Ce qui m'amènera, quand je retournerai chez moi, à sans doute envisager les choses aussi un peu différemment, puisque tout est toujours en train de bouger. Donc il y a cette difficulté de mener l'enquête, je dirais, et de demander la participation, sauf à s'interroger sur la manière dont les individus se synchronisent ou établissent des relations avec les environnements. Parce que là, on pourrait essayer de comprendre des gestes, je dirais, des chorégraphies, et le chef de projet serait comme un chef d'orchestre qui essayerait sur des endroits particuliers de trouver des tonalités et d'articuler des gestualités qui pourraient faire sens, qui seraient non conflictuelles, qui seraient confortables, voire conviviales, mais pas totalement confortables et pas totalement conviviales, parce que sinon on tombe dans les routines que vous évoquiez, monsieur, tout à l'heure, où les routines, elles font comme on ne voit plus l'environnement, on reste à l'intérieur de soi et on se coupe des relations. Donc ce qui est important, c'est d'être toujours en décalage par rapport à des conduites pour essayer de proposer quelque chose d'un peu nouveau qui oblige l'individu à mener l'enquête avec une acuité, parce que sa sécurité dépend de cette enquête-là.